Bonjour, nous recevons aujourd'hui Elena Berruet et Richard Béninger, tête de liste, chef de file de la France Insoumise pour la région Bourgogne en Saône-et-Loire, ainsi que pour les élections départementales. France Insoumise, qui est une formation qui est bien connue au niveau national, puisqu'elle est animée et présidée par Jean-Luc Mélenchon, candidat aux prochaines présidentielles. Mais avant d'aborder les élections présidentielles, nous allons revenir localement et peut-être préciser l'un et l'autre où en est aujourd'hui la France Insoumise, dans le Chalonnais et en Saône-et-Loire. Elena, Richard. Bien, sur la France Insoumise, c'est un jeune mouvement. C'est un jeune mouvement qui a été créé, comme vous l'avez précisé, en 2017, à l'occasion de la campagne des présidentielles de 2017. Et la France Insoumise, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti, ce qui signifie que, du point de vue de son organisation, elle est très horizontale. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, moi qui ai connu d'autres engagements politiques avant, je trouve que c'est une des raisons qui m'a conduit à rejoindre la France Insoumise, c'est qu'on est dans une relation très horizontale. Alors c'est un petit inconvénient pour un jeune mouvement, c'est que de fait, on travaille de manière très locale dans nos secteurs respectifs. Moi, j'habite Chagny. J'ai été très longtemps à Châlons, mais j'habite Chagny. Et du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément une connaissance très précise et une dimension départementale. Et je dois dire qu'un des mérites de ces élections qui viennent, là, départementales et régionales, c'est que ça nous a permis, de réorganiser le réseau des Insoumis de la Saône-et-Loire, et même de Bourgogne-Franche-Comté, parce que, évidemment, ça nous permet de nous connaître, de discuter, d'échanger les bonnes pratiques, de travailler ensemble à des orientations communes. Et c'est vrai que maintenant, écoutez, on a effectivement des contacts dans toutes les principales localités de Saône-et-Loire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des candidats d'ailleurs partout, mais on a reconstitué ce réseau, et ça nous est très utile pour concrètement apporter des réponses à la possibilité de candidature commune dans les élections départementales, à des candidats issus aussi puisque c'est le département de Saône-et-Loire qui fournit le plus de candidats à la liste régionale, tout simplement parce que c'est la population la plus importante. Et donc, voilà, et ça va nous permettre évidemment que ce réseau-là soit mis à la disposition de la campagne des présidentielles qui est déjà engagée pour ce qui nous concerne. Oui, pour préciser ce que Richard vient de dire, effectivement, donc nous, on a été désignés, tirés au sort aussi il y a plusieurs mois pour coordonner les élections départementales et régionales sur le département. Et ça nous a permis effectivement de remobiliser ceux qui avaient besoin de l'être, parce que pour d'autres groupes d'action, parce qu'on parle de groupes d'action à la France Insoumise locale, au niveau local, pardon. Donc il y avait certains groupes d'action qui étaient très dynamiques, notamment sur Monceau, le bassin minier. Et par contre, à Châlons, il était plus en sommeil, donc ça a permis effectivement de remonter et de remobiliser les forces militantes insoumises sur Châlons. Donc maintenant, on est plus structuré et on est plus dans l'action et dans la perspective, entre autres, des élections départementales et régionales. Les valeurs que vous portez sont notamment centrées sur les problèmes environnementaux, écologiques, on dira, et ainsi sociaux. Et notamment avec une forte opposition à des projets dans le département au Center Park ou au projet d'éclat à Tournu, je crois. Oui, alors, ce n'est pas les seuls problèmes, mais... Alors là, on est directement et c'est bien dans le contenu de nos objectifs, de nos propositions. On parle pour la liste Le Temps des cerises, qui est la liste que nous présentons régionale. Sans doute on y reviendra dans ce qu'elle représente sur l'échiquier politique, mais c'est un arc social écologique que nous mettons en place. Parce que pour nous, il ne peut pas y avoir parce que l'écologie, tout le monde, toutes les listes, je leur fais confiance de ce point de vue-là, vont se réclamer de l'écologie, quelle qu'elle soit. Le problème pour nous, c'est que l'écologie, pour nous, c'est un élément qui ne peut pas se dissocier. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'écologie populaire. C'est pas pour mettre populaire partout et le peuple partout, mais parce que, encore que, ça nous paraît extrêmement important, effectivement, qu'on associe. Et en fait, les trois axes qui sont indissociables, sans rentrer dans le détail des programmes, même si on pourra y revenir, les trois axes qui sont pour nous indissociables, c'est d'une part un bouclier social et sanitaire,
Deuxièmement, une bifurcation écologique, pas seulement une transition, vous voyez, c'est pas pour le plaisir des mots, mais ça a du sens du point de vue de son contenu et de la rupture qu'on veut engager. Et puis la démocratisation des institutions, la citoyenneté, on discutait des associations citoyennes, c'est un sujet. Et tout ça, pas vu comme un inventaire à l'après-vert, mais vu vraiment comme des axes qui sont indispensables, cohérents. C'est la cohérence de ça qui fait la crédibilité de cette politique qu'on propose. Et concernant les remarques concernant aussi bien sur l'éclat à Tournu que sur Center Park, bon, Center Park, je pense qu'il a quand même du plomb dans l'aile, mais en tout état de cause pour nous, il n'y a pas l'ombre d'un doute. En tout cas, c'était clair. On l'avait dit d'ailleurs à nos amis d'Europe Écologie Les Verts quand on les avait rencontrés pour aller vers des candidatures communes, parce qu'il nous semblait que, y compris sur cette question, c'était sans doute avec nous que les points d'accord étaient le plus forts. Évidemment sur Center Park, évidemment sur l'éclat. En plus de ça, c'est pas seulement pour dire non au Center Park, dire non à l'éclat. C'est surtout pour dire pour quelque chose, c'est-à-dire les projets alternatifs. Et ça, c'est une dimension importante qu'on veut marquer, non seulement dans les élections départementales et régionales, mais aussi dans la présidentielle. Notre problème n'est pas avant tout d'être contre. Vous savez, on n'a pas besoin de trop se défoncer pour expliquer qu'il faut être contre la politique de Macron aujourd'hui. Pas trop besoin, même si c'est nécessaire, plus que jamais, de montrer les dangers que représente l'extrême droite, etc. Mais pour convaincre les gens, surtout pour convaincre les gens d'aller voter, il faut que nous y allions avec des propositions concrètes. À la place de l'éclat, oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour animer, aussi bien dans le domaine de la non-végétalisation, c'est-à-dire des jardins partagés, c'est-à-dire des animations culturelles, c'est-à-dire etc., etc. C'est-à-dire faire des propositions à chaque fois qui sont de véritables alternatives, pour que les gens se prononcent sur des projets plutôt que de dire on est contre un tel ou on est contre un tel. Ça nous paraît extrêmement important si on veut remobiliser les électeurs. Oui, ça rejoint la ligne de toute façon de la France Insoumise qui est contre les projets coûteux et revenir à quelque chose de plus local et un tourisme plus raisonné et un tourisme écologique. Au niveau de Châlons, effectivement, il y a aussi une opposition sur ce qui va se passer à Sonnéor, avec la desserte routière qui coûte qui coûte très très cher et qui va générer un trafic supplémentaire. Dans le collectif qu'on a créé, dont on parlera plus tard sur le Chalonnais, nous avons effectivement des gens, notamment des citoyens, qui sont très impliqués dans le combat pour ces types de projets et qui sont vraiment impliqués depuis des années et qui proposent effectivement, enfin qui ont fait un bilan et qui proposent des choses alternatives pour pouvoir répondre aux besoins des populations qui effectivement sont aussi impactées par le trafic routier dans cette zone. Vous êtes présent aux élections régionales avec d'autres partenaires. Est-ce que vous pouvez nous définir rapidement les grands axes que vous allez défendre pour ces élections régionales ? Bien, concernant les autres partenaires, c'est important de le dire parce que les gens qui nous écoutent et nous regardent n'ont pas forcément le détail, surtout qu'il n'y a pas eu une extraordinaire communication. Et au passage, d'ailleurs, je le dis, nous exigeons que de la part des pouvoirs publics qui ont décidé de maintenir les élections en décalant d'une semaine, les 13 et 20 juin, on crée les conditions non seulement pour que les gens aillent voter dans les conditions sanitaires correctes, mais aussi que la campagne puisse se dérouler correctement et que cette rencontre dont prend l'initiative TV Châlons, il puisse y en avoir des dizaines, y compris contradictoires, à toutes les échelles et en particulier à l'échelle régionale, départementale ou locale. Bien, une fois que j'ai dit cela, sur la question de la liste régionale. C'est une liste qui s'appelle le Temps des cerises et c'est une liste qui a été initiée par la France Insoumise avec GRS, qui est la gauche républicaine et socialiste, qui existe maintenant depuis un certain temps, et puis d'autres partis de gauche, d'autres formations de gauche, Ensemble, Nouvelle Donne, Radicaux de gauche, qui est issu du Parti radical de gauche, Place publique, j'en oublie sans doute encore quelques-uns, et puis depuis quelques jours, Génération. Génération, je le dis parce que Génération et le mouvement de Benoît Hamon a décidé de rejoindre. C'était pas acquis a priori. Ils ont eu le souci que nous partagions de réfléchir à la possibilité de rassembler largement, avec pour nous quand même une règle claire. Rassembler largement, ça veut dire rassembler dans la clarté
et sans aucune ambiguïté vis-à-vis de la politique gouvernementale. Parce que je pense que ça, nos électeurs, les électeurs de gauche de manière générale ne le comprendraient pas quand on voit les difficultés qu'on ressent face à cette politique gouvernementale. On ne va pas sans doute l'occasion de le faire. En même temps, je pense que les gens y sont sensibles sur la gestion de la pandémie. Mais tout cela, effectivement, il fallait que ça soit dans la clarté. Et à partir de là, donc, on fait une série de propositions. Alors, vous voyez, je suis arrivé, j'avais... alors, il y a 100, je crois qu'il doit y avoir, je ne vais pas dire 110 propositions parce que ça va rappeler des souvenirs, mais il y en a 108 ou 107. On va pas y revenir dans le détail, mais je crois que c'est important parce que ce programme qu'on va rendre public très rapidement, qu'on va diffuser d'une certaine manière, y compris en retour auprès de toute une série d'associations qu'on avait sollicitées depuis des mois déjà. Pour certaines d'entre elles, on les a rencontrées, discuté avec elles. Il y a quelque temps, il y avait encore une rencontre avec des lycéens, des étudiants du Crous à Dijon, etc., où on a discuté de toute une série de propositions. Ce programme-là, évidemment, on veut pouvoir montrer que nous y avons réfléchi, nous proposons des alternatives à l'échelon régional et à l'échelon départemental. Et donc, ça, on va le mettre en œuvre. Et puis, j'ai envie de dire justement que les gens ne vont pas se déterminer sur 107 propositions quand ils vont aller voter, s'ils y vont déjà. Et pour qu'ils y aillent, je crois on a la responsabilité de présenter quelques axes forts, quelques exemples forts qui permettent aux gens de se dire « Ah oui, là, il y a quelque chose de neuf ». Par exemple, concernant la question de la crise sociale et sanitaire, bien, nous considérons qu'il est immédiatement nécessaire au mois de juin, sans doute une session extraordinaire du Conseil régional pour mettre en place un dispositif. Et un dispositif qui, à la fois, s'appuie sur toutes les compétences régionales. Parce que souvent, on nous dit, oui, mais ça, c'est pas de la compétence régionale, etc. C'est vrai qu'il y a des compétences précises, mais ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Et d'ailleurs, bon, il y a eu un certain nombre de choses de faites, mais je crois qu'il va falloir là prendre des dispositions importantes. Bon, sur un sujet qui me tient à cœur en fonction de mon passé récent de dirigeant d'une association humanitaire, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a 340 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a un enfant sur 5 qui vit dans une famille qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et pas qu'est-ce qu'on fait simplement pour faire des statistiques. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors on me dit, oui, mais la région, c'est pas de ça. C'est vrai que le département, c'est sa première responsabilité. 75% de son budget, c'est l'aide sociale, donc pas de problème. Il faut que le département s'en mêle. Mais la région a aussi une responsabilité. Parce que dans le domaine des lycées, alors ça, Elena pourra en parler mieux que moi dans le domaine de l'enseignement, il y a des choses à faire sur les questions de la gratuité. C'est un des sujets forts pour nous, la question de la gratuité. Parce que tout le monde parle un peu de la gratuité, etc. Mais nous, on est pour l'organiser concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire, la gratuité des transports en commun sur la région? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça ne veut pas dire qu'on va appuyer sur un bouton, mais quelle étape, quel calendrier? En 1 an, en 2 ans, sur une mandature, on installe la gratuité dans les transports en commun. La gratuité des transports, la gratuité de la restauration scolaire. Justement, je vais faire un focus dessus. C'est voilà, toute une série de mesures de ce type. Donc, bouclier social et sanitaire, il faut qu'on lui trouve des propositions d'urgence nécessaires. Parce qu'on ne peut pas en rester à la situation actuelle. Voilà, de toute façon, Daniel, vous m'arrêterez, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un peu. Voilà. Je voulais juste dire que le programme du temps des cerises décline clairement le programme de l'avenir en commun, de toute façon, qui a été largement plébiscité par toutes les forces de gauche qui ont rejoint la liste. Et effectivement, il y a beaucoup de propositions qui touchent au social, à l'économie, à l'écologie, mais effectivement, une des mesures pour lesquelles on voudrait peut-être plus s'arrêter, puisqu'il y a une urgence sociale au niveau des étudiants, aujourd'hui qui est créée par la pandémie. Et donc, nous, à la France Insoumise, on prône la gratuité. Alors, sur certains territoires, on va plutôt tendre vers la gratuité. Pour d'autres, on va vraiment l'installer. Mais l'idée, c'est que la région, elle peut être c'était ce laboratoire d'expérimentation à ce niveau-là, puisqu'il y a les prérogatives pour ça. Et au niveau scolaire,
au niveau des lycées, il y a toute une politique éducative et scolaire qui peut se jouer. La gratuité peut se jouer au niveau de la restauration, au niveau de la mobilité, au niveau des masques, puisque j'imagine qu'on en aura encore un petit peu pour un moment, au niveau de la médecine scolaire, au niveau de l'égalité homme-femme aussi, puisque ça c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur au niveau de la précarité menstruelle. Alors, effectivement, le gouvernement Macron fait encore quelques petites expérimentations, petites, non, c'est un petit peu mesquin de dire ça, mais œuvre pour ça. Mais nous, on voudrait qu'en 2021, les protections hygiéniques pour les jeunes filles et les femmes en situation de précarité soient gratuites. Et ça devrait être là, tout de suite, maintenant, et pas dans quelques temps, quand on aura fait le bilan de toutes ces expérimentations. Vous avez parlé effectivement de l'éducation au niveau régional, mais la région est également partenaire, privilégié, voire pilote en ce qui concerne la formation dans les CFA notamment. Oui. Vous avez aussi là des propositions par rapport à la gratuité pour les apprentis en matière de transport notamment, ou d'hébergement. Oui, de toute façon, effectivement, maintenant, il y a des nouvelles prérogatives de la région sur la politique de l'orientation vis-à-vis des élèves, et des élèves qu'ils soient en apprentissage ou par voie scolaire. L'idée, c'est aussi de diversifier cette offre de formation et de pouvoir réellement créer des places dans tous les centres et même qui permettent aux élèves d'être vraiment libres de leur choix. Au niveau territorial, est-ce qu'un élève qui habite à tel endroit et qui a une formation qui l'intéresse un peu loin, est-ce qu'il a les capacités, la possibilité et les moyens d'y accéder? Et là, c'est la région qui peut agir dessus. Effectivement, avec une politique globale, c'est pas simplement de créer des secteurs ou des sections d'apprentissage dans tel ou tel endroit, c'est comment permettre l'accessibilité de tous ces élèves pour créer une vraie démocratie, comment vraiment la mettre en œuvre. On vous retrouvera donc également au niveau des départementales, oui. Que ce soit sur Chagny, sur le Chalonnais notamment, comme à Mâcon ou à Montceau-les-Mines. À Châlons, c'est le label le Printemps Chalonnais. Elena, si vous pouvez en dire quelques mots. Oui, alors, depuis plusieurs mois, on travaille avec le Parti communiste et voilà, et on a fait un appel aux autres forces de gauche, mais ça n'a pas abouti. Donc nous sommes avec GRS, le Parti communiste au niveau chalonnais, et puis des citoyens qui étaient là dans les réunions de travail, et puis suite à l'appel qu'on a fait à travers Chalon TV et puis sur le journal de Saône-et-Loire, donc on a pu effectivement monter un collectif, je peux appeler ça, qui s'appelle le Printemps Chalonnais et qui s'est créé effectivement en vue des élections cantonales, mais qui a vocation aussi de travailler au-delà de ces élections vers des actions et des discussions et des réflexions communes avec les forces de gauche sur le territoire chalonnais. Et donc là, nous sommes encore en discussion, qui vont s'arrêter très vite puisque le dépôt des listes est bientôt, pour présenter des binômes dans les cantons de Châlons 1, Châlons 2, Châlons 3 et Saint-Rémy. Des binômes qui sont issus de cette liste qui s'appelle le Printemps Chalonnais, dont le texte est publié sur Chalon TV. Et il y aura je crois, des rendez-vous au-delà des échéances électorales. Vous entendez maintenir une forme de pression, de travail collectif. L'idée, c'est ça. Les élections cantonales sont des élections très, très, très importantes et sur lesquelles on va se mobiliser pour pouvoir toucher les électeurs, etc. Mais la temporalité est très courte et effectivement, on travaille effectivement à quelque chose qui va perdurer dans le moyen et j'espère dans le long terme. Ce qui veut dire aussi, sur des points où il y aurait des convergences, notamment avec les Verts et voire le Parti socialiste, il y aura des candidatures distinctes. Parce que les Verts, notamment, ont émis un avis défavorable, ils contestent fortement les Verts ont pas les deux émis projets. Le problème, en fait, ne se pose pas spécialement sur Châlons. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est que nous, notre démarche, depuis septembre, vous voyez, on a pu septembre, on a pris des contacts. Et les Verts ont été d'ailleurs la première formation qu'on a rencontrée. Avant le Parti communiste, avant la GRS, on a rencontré les Verts et on leur a proposé d'aller vers un accord départemental et réfléchir. On savait bien qu'on ne serait pas présent dans tous les cantons,
puisqu'il y a une question de force, une question d'opportunité. Le problème, même si on a le souci de dire on est présent, il faut apprécier dans les zones où on est présent pour faire un chiffre significatif, pour que nos électeurs, les uns les autres, s'y retrouvent. Et avec les Verts, on a travaillé, c'est les premiers avec qui on a travaillé. Et au départ, on avait travaillé par exemple sur la dimension programmatique, et on a vite constaté des fortes convergences. Ensuite, on a rencontré le Parti communiste, où on avait rencontré là aussi des convergences, des possibilités de travailler ensemble. Puis après, on a dit on va se rencontrer tous les quatre avec LFI, GRS. Et là, on a travaillé, mais c'est depuis le mois de janvier tout cela. Et on s'est vite aperçu que il y avait des points de désaccord. Vous avez cité le Parti socialiste. Alors c'est vrai que le Parti socialiste, le Parti socialiste à aucun moment ne nous a d'ailleurs proposé qu'on se rencontre. Nous non plus, pour être clair. Hein. Mais pourquoi ? Je crois que c'est parce qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème du point de vue de la conception qu'a le Parti socialiste, à la fois de ses rapports avec la France insoumise d'ailleurs, parce qu'ils pensent que vraiment de ce côté-là, il suffit de voir ce que disent ces dirigeants nationaux dans ce domaine. Et puis, mais tout simplement des questions politiques de fond, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des désaccords politiques. Et nous, il nous semble que la position du Parti socialiste vis-à-vis de Marie-Guilde Dufay n'est pas d'une grande clarté. C'est-à-dire qu'il y a une politique. Marie-Guilde Dufay, non seulement en 2017, on sait qu'elle avait choisi Macron. C'est une chose, mais c'est pas, je veux dire, elle n'a pas fondamentalement modifié son attitude. Quand Macron était venu à Dijon il y a encore un mois, elle a considéré qu'il avait été très bon. Bien, il nous semble que ça, c'est des ambiguïtés que si on veut mobiliser l'électorat de gauche, mais j'ai le sentiment que du côté de la Macronie, on a réglé le problème de l'électorat de gauche, mais du côté du PS, on pouvait peut-être s'y attendre. Mais en tout cas, donc, on a construit donc ces candidatures. Aujourd'hui, il y aura une dizaine de cantons où il y aura des candidatures communes. Nous, notre souci, très franchement, la France insoumise, pour ces départementales, c'est de faire la démonstration que nous avons contribué à mettre en place des candidatures communes. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des candidatures LFI strictes. Vous voyez ? Et pour arrêter la langue de bois complète, il y a des endroits où il peut y avoir des candidats, y compris des candidats de gauche, face à la droite et à l'extrême droite, où sans doute on ne sera pas présent dans ces élections-là. Voilà. Mais notre démarche a été de dire construisons des candidatures communes. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est que, c'est le problème numéro un, j'imagine, c'est qu'on risque d'avoir encore plus d'abstention qu'aux élections municipales. On avait déjà 50% d'abstention régionale, déjà. Alors que les municipales, par contre, on était à un niveau élevé. Là, on risque d'avoir 60% d'abstention. Comment on va mobiliser les électeurs ? On ne les mobilisera que si d'abord, je le disais sur le contenu, et puis aussi sur le fait que les électeurs qui ont des sensibilités politiques diverses, retrouvent au premier tour en tout cas. Alors parce que peut-être qu'au deuxième tour, on votera contre plutôt que pour, c'est-à-dire qu'on vote, comme on le disait depuis des années, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Au premier tour, pour donner le choix, il faut qu'il y ait des gens qui retrouvent dans les candidats cette sensibilité. Et c'est pour ça qu'on sera présent, pour ce qui concerne la FI, dans ces 10 candidatures communes à peu près. Nous vous remercions et nous retrouverons sans doute pour des débats prochainement sur Chalon TV. Avec plaisir. Merci. Merci.